La vaste salle du Conseil galactique baignait dans une lumière diffuse, filtrée par la coupole transparente. Les murs réverbérant le murmure de 47 délégations extraterrestres. Des silhouettes de toutes formes, cristallines, écailleuses, velues, éthérées, étaient assises en cercle concentrique, leur attention soudain happée alors qu'Admiral Zixtor fendait la nef centrale. Sa stature imposante, ses 4 bras nerveux et ses yeux jaunes perçants le distinguaient nettement. Chaque pas résonnait, amplifié par le silence tendu. Sans préambule, Zixtor effleura l'interface de son brassard. Un globe holographique jaillit, suspendu au-dessus de lui. La Terre, éclatante de bleu et de vert, cerclée de myriades d'artefacts humains. Les images s'enchaînèrent, dévoilant un maelstrom de stations spatiales, de chantiers orbitaux et de vaisseaux inconnus, tous entremêlés dans une chorégraphie chaotique. Membre du Conseil, déclara Zixtor d'une voix grave. « Nous avons un problème. » Un frisson parcourut l'assemblée. Certains délégués échangèrent des regards inquiets, leur faciès étranger trahissant la perplexité. Krishon, représentant d'Alter, se pencha en avant, ses tentacules frémissant. « Que voulez-vous dire, amiral ?» Zixtor fit pivoter l'hologramme. Les images se focalisèrent sur des vaisseaux humains, coques épaisses, excroissances étranges, moteurs et armes foisonnants. Tout cela contrastant brutalement avec l'élégance standardisée des modèles du Conseil. « Il y a 3 mois, rappela Zixtor, nous avons accueilli l'humanité dans notre communauté galactique. Nous leur avons offert notre amitié, notre technologie, nos plans de vaisseaux. Ils étaient supposés construire des appareils identiques aux nôtres. » Le bourdonnement dans la salle s'intensifia, passant de la surprise à une forme d'inquiétude palpable. « Mais les humains, poursuivit Zixtor, ne suivent pas nos plans. » Sur les rangées, des délégués murmurèrent, certains protestant à voix basse, d'autres haussant les sourcils, incrédules. L'image d'un croiseur terrestre s'afficha, hérissé de tourelles, ses moteurs multiples clignotant dans le vide. Sur la passerelle du US Liberty, le capitaine Jake Morrison contemplait la Terre qui s'éloignait, à travers le vaste hublot. Le vaisseau vibrait doucement, chaque système fonctionnant selon les spécifications de la Fédération. Efficacité, sobriété, précision. Mais Jake restait pensif, ses traits burinés, marqués par la préoccupation. « Rapport de situation », demanda-t-il sans détour. La lieutenant Sarah Kim, posture impeccable, tapota sur sa console. « Tous les systèmes sont opérationnels, capitaine. Saut dans 6 heures. » Jake acquiesça d'un geste absent. Son regard glissa vers les écrans de statut où défilaient les schémas familiers de leur propre vaisseau. Pourtant, son esprit errait vers les autres chantiers sur Terre, où d'innombrables vaisseaux étaient construits autrement. L'inquiétude s'insinua plus profondément. Dans les entrailles du US Défiance, Lisa Rodriguez, blouse tachée et front barré de traits de graisse, resserrait un couplage plasma dans un tunnel d'entretien exigu. À ses côtés, Tony, son assistant, lui tendit une clé à impulsion. « C'est pas déjà le système de secours du système de secours ?» demanda Tony, sourcils levés. Lisa esquissa un large sourire, son regard pétillant. « Exactement. Demain, on installe le système de secours du système de secours du système de secours. » Tony secoua la tête, mi-amusé, mi-incrédule devant tant de redondance. Lisa scanna les relevés. Le flux dépassait déjà de 30% les normes de la Fédération. Elle tapota le boîtier d'un geste satisfait. « Les plans de la Fédération, expliqua-t-elle, ont été conçus par des ingénieurs qui n'ont jamais dû réparer un vaisseau sous le feu en plein espace. Nous, les humains, on sait mieux faire. » Tony esquissa un sourire, partageant le sentiment de défiance créatrice qui animait l'équipage. Dans ce tunnel saturé d'énergie, le vaisseau semblait presque vibrer d'une volonté propre, celle de survivre à tout prix, d'aller plus loin que les règles imposées. Dans la salle du Conseil, l'image des vaisseaux humains tournoyait encore, provoquant des éclats de voix grandissants. Zixtor, impassible, observait les réactions, sa mâchoire serrée. Les humains, pensait-il, avaient toujours été imprévisibles.
Mais jusqu'où irait-il? Personne ne remarqua, dans l'ombre d'une alcôve, le discret sourire d'un autre délégué, dont les yeux suivaient la trajectoire des vaisseaux terriens. Une lueur de curiosité et d'appréhension mêlée dans le regard. Quelque chose était en train de changer dans la galaxie. Et nul ne pouvait encore prévoir les conséquences. Les bancs du Conseil galactique vibraient d'une agitation contenue. Les délégués de 47 mondes échangeaient des regards inquiets, certains chuchotant, d'autres tapotant nerveusement sur leurs dispositifs de communication. L'atmosphère, lourde de tension, semblait sur le point de basculer. Dans ce tumulte, le conseiller Velterran, la peau bleutée et la chevelure argentée, se leva avec une élégance naturelle. Il leva la main pour réclamer le silence et sa voix, posée mais ferme, résonna dans la salle. « Amiral, n'êtes-vous pas en train de réagir de façon excessive? Les humains n'ont que peu d'expérience en technologie spatiale. Ils ont probablement commis des erreurs. » Zixtor se tourna lentement vers Velterran, son visage fermé, son regard aussi tranchant qu'un éclat de cristal. « Ce ne sont pas des erreurs, » répondit-il d'une voix sombre. Le silence retomba, presque palpable. Zixtor manipula l'hologramme, qui zoome sur le cœur énergétique d'un vaisseau humain. Le modèle flottait, détaillé jusqu'au moindre circuit. Zixtor désigna un point brillant au centre du réacteur. Ce cœur devrait produire 10 000 unités d'énergie. La version humaine en génère 15 000. Un souffle stupéfait parcourut les rangs. Le scientifique Morak, venu du système de Wolf 359, bondit presque de son siège, ses yeux noirs écarquillés. « Impossible! Nos plans sont parfaits !» s'exclama-t-il, la voix vibrante d'indignation. Zixtor répondit sans détour, la mâchoire serrée. « Et pourtant, les humains les ont améliorés. Blindage supplémentaire, système de survie redondant, nouveau point d'emport pour l'armement. Selon nos lois de la physique, ces vaisseaux devraient littéralement se désintégrer. » Les murmures se transformèrent en un grondement confus. Quelques délégués pianotaient déjà frénétiquement sur leur console. D'autres consultaient leurs scientifiques, incrédules, devant la possibilité que des novices puissent surpasser des siècles de perfectionnement technologique. À des années-lumière de là, l'amiral Carl Thompson observait, depuis son bureau vitré à bord du vaisseau d'inspection de la Fédération, les chantiers navals de l'orbite terrestre. Un balai de vaisseaux massifs, d'engins de levage et de drones tourbillonnait autour des squelettes d'acier. Des chantiers entiers semblaient dédiés à la création de formes étranges et puissantes. La porte glissa dans un souffle, et la commandante Kelly Brooks entra, une tablette de Donetsi à la main. Son visage trahissait une tension contenue. « Nouveau message du Conseil de la Fédération », annonça-t-elle. « Ils exigent d'inspecter nos chantiers. » Carl prit la tablette, parcourant la missive d'un regard grave. « Ils sont inquiets », constata-t-il à voix basse. Kelly hésita, puis demanda d'une voix plus douce. « Devrait-il l'être ?» Carl laissa son regard se perdre à travers la verrière. Sur la silhouette du US Défiance hérissée de modifications, surarmé, défiant toute norme. « La Fédération a toujours construit ses vaisseaux pour la paix, » dit-il enfin. « Nous les construisons pour la guerre, depuis bien avant que nous sachions voler. » Kelly resta un instant silencieuse, mesurant le poids de ses paroles. Au loin, les chantiers humains semblaient s'activer encore plus, comme si chaque ouvrier, chaque ingénieur, pressentait le regard scrutateur de la Fédération. Sur la passerelle du US Liberty, Jake Morrison lisait un message crypté sur son terminal personnel. L'en-tête portait le sceau de l'amiral Thompson. Jake parcourut rapidement le texte. La Fédération demandait des explications sur la construction des vaisseaux humains. Il jeta un coup d'œil au détecteur. 3 vaisseaux de la Fédération s'étaient glissés dans leur sillage, maintenant une distance respectueuse mais indéniable. Jake se tourna vers Sarah Kim, les sourcils froncés. « Lieutenant Kim, envoyez à la Terre que tout se déroule comme prévu. Inutile de mentionner qu'on est suivi. » Sarah acquiesça, tapant déjà le message. Jake croisa les bras, pensif. L'ombre des vaisseaux de la Fédération planait désormais sur toutes leurs opérations. Il sentait, au creux de l'estomac, que quelque chose d'essentiel était en jeu.
Mais il n'était pas homme à céder à la peur. Dans les profondeurs du US Défiance, Lisa Rodriguez et Tony vérifiaient que les derniers chiffres sur la console du réacteur. Le bourdonnement du cœur hybride emplissait la salle, une vibration profonde qui semblait faire battre les cloisons d'acier. Les relevés grimpaient, toujours plus haut. Tony fronça les sourcils, fixant l'écran. « Ces mesures ne peuvent pas être justes », souffla-t-il. On dépasse 40% au-dessus des normes. Lisa, le visage illuminé par la lumière verte des indicateurs, posa une main rassurante sur l'épaule de son assistant. « Elles sont correctes, Tony. La Fédération construit pour la perfection, mais nous, on construit pour le jour où tout ira de travers. » Elle sourit, un éclat de fierté dans les yeux. Autour d'eux, les générateurs vibraient, puissants, prêts à affronter l'inconnu. Lisa savait que chaque boulon, chaque redondance, chaque excès de blindage était un gage de survie. Ils ne respectaient pas seulement des plans, ils forgeaient leur propre avenir, à leur manière. Dans la salle du conseil, la tension n'était pas retombée. Zixtor fixait l'assemblée, défiant chaque délégué du regard. Les images des vaisseaux humains continuaient de tourner, fascinants et effrayants à la fois. Velterran, pour la première fois, semblait à court d'arguments. Morak, toujours debout, bégaya. « Mais, si leurs vaisseaux tiennent, alors, qu'est-ce que cela implique pour notre propre technologie ?» Un silence pesant s'abattit. Chacun sentait que les certitudes d'hier vacillaient. Le Conseil, garant de l'ordre galactique, se trouvait face à un imprévu que nul n'avait anticipé. Dans l'obscurité du laboratoire du Défiance, Lisa observa les chiffres qui dansaient sur l'écran, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Tony, à ses côtés, murmura « Si on a raison, alors on vient peut-être de changer toutes les règles. » Lisa serra les dents, le regard fixé sur les lectures qui grimpaient encore. Une certitude nouvelle s'imposait. Ce qu'ils accomplissaient ici aurait des conséquences bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Dans les vaisseaux, sur les chantiers, dans les salles de commandement et de conseil, un frisson d'inconnu parcourait la galaxie. L'équilibre venait de s'incliner imperceptiblement vers une frontière inexplorée. Dans la pénombre solennelle du Conseil galactique, l'hologramme projetait une image saisissante de l'orbite terrestre. Des dizaines de vaisseaux humains tournaient, massifs et étranges, défiant ouvertement toute logique d'ingénierie fédérale. L'image, suspendue au-dessus de l'estrade, baignait la salle d'une lueur spectrale. Zixtor, les bras croisés, terminait son exposé d'une voix lourde de gravité. En 3 mois, les humains ont construit plus de 50 vaisseaux. Tous dépassent nos spécifications. Tous violent nos principes de sécurité. Et selon nos espions, ils fonctionnent parfaitement. Le Conseil explosa en débat. Les voix fusèrent, certains exigeant des sanctions immédiates, d'autres prenant la patience ou, plus rare, suggérant d'apprendre de ces nouveaux venus. Les délégués de chaque monde rivalisaient d'arguments, les uns effrayés, les autres fascinés. Au centre de la mêlée, le conseiller Taran leva la main, imposant le silence. « Amiral Zixtor, quelles sont vos recommandations ?» Zixtor ouvrit ses 4 bras, englobant la totalité de l'assemblée dans son geste. « Nous devons découvrir exactement ce que font les humains, avant qu'il ne soit trop tard. » Un frisson parcourut la salle, la tension palpable. Les regards se croisèrent, certains pleins de défis, d'autres d'inquiétude. Le destin de la galaxie semblait suspendu à cette question. L'audace humaine était-elle une menace ou une opportunité? Là-haut, bien au-delà de l'atmosphère terrestre, la station orbitale Delta Sept se dressait comme un colosse d'acier, ses baies d'amarrage illuminées par le balai incessant des navettes et des drones. Ce soir-là, la station attendait un visiteur de marque. Le vaisseau d'inspection de la Fédération, l'Harmonie, achevait ses manœuvres d'approche, s'arrimant avec une précision chirurgicale. La passerelle de l'Harmonie vibra légèrement alors que les mécanismes de l'airlock s'enclenchaient. Le conseiller Velterran, silhouette élancée à la peau bleue et cheveux d'argent, franchit la porte, flanqué d'une délégation d'ingénieurs et de scientifiques. Tous portaient l'insigne du Conseil, symbole de neutralité et d'autorité. Face à eux, le commandant Ryan Mitchell attendait,
Posture impeccable, uniforme parfaitement ajusté, le regard direct. Bienvenue dans l'espace orbital terrestre, conseiller, déclara-t-il en s'inclinant légèrement. Le maître principal Collins va vous faire visiter les installations. Amy Collins s'avança, allure robuste et démarche énergique malgré la fatigue visible sur ses traits. Elle salua d'un geste bref, puis entraîna la délégation fédérale dans les couloirs animés de la station. Le groupe progressait au milieu d'une effervescence permanente. Techniciens courant d'un module à l'autre, alarmes de maintenance retentissant par intervalles, odeur persistante de métal chauffé et d'ozone. Docteur Zantour, scientifique au pelage argenté et à la voix douce, scrutait l'environnement avec son détecteur multifréquence. Les niveaux d'énergie sont anormalement élevés ici, fit-il remarquer, notant chaque variation sur son terminal. Paul Vex, ingénieur tentaculaire à la mine sceptique, haussa les épaules. Probablement plusieurs réacteurs en parallèle, supposa-t-il. Les humains aiment l'excès. Amy se retourna, un sourire en coin, mais ne répondit rien. Elle guida le groupe à travers une série de sas, chacun protégé par des sécurités renforcées. À chaque étape, la délégation sentait monter l'étrangeté de l'environnement. Conduite surdimensionnée, système de secours en triple, porte blindée, sculptée de symboles inconnus. Enfin, ils atteignirent la baie principale. Un espace si vaste que les visiteurs s'arrêtèrent instinctivement, happés par le spectacle. Là, dominant la scène, se dressait le US Défiant. Le croiseur semblait presque vivant, sa coque hérissée de blindages superposés, ses tourelles d'armes pointées dans toutes les directions, ses lignes irrégulières trahissant une conception radicalement différente. Des équipes d'ingénieurs humains s'affairaient tout autour, soudant, inspectant, installant de nouveaux modules. Taran, qui accompagnait la visite, resta bouche bée. « Est-ce que c'est… » Amy éclata d'un rire franc, les mains sur les hanches. « Voilà le Défiance, notre tout nouveau croiseur lourd. » La fierté vibrait dans sa voix, contagieuse, même pour ceux qui n'étaient pas humains. Autour d'eux, la délégation fédérale oscillait entre la fascination et la stupeur. Dr Zentour scanna le vaisseau, les chiffres affichés sur son terminal défiant la compréhension. « C'est impossible », murmura Paul Vex, incapable de détourner le regard. Aucun modèle du Conseil n'atteint de tels niveaux de puissance. Amy hocha la tête, l'air de dire « C'est bien ce que nous pensions ». On nous a souvent dit que nos méthodes étaient folles. Mais regardez-le, il fonctionne, et il n'est qu'un début. Velterrand s'approcha, sa main glissant sur la rambarde, le regard fixé sur la carlingue noire du Défiance. « Comment avez-vous réussi » demanda-t-il, presque à voix basse. Amy sourit, ses yeux brillants d'un éclat de défi. « On construit pour survivre, pour affronter l'inattendu. Chez nous, chaque erreur se paye cher. Alors on préfère ne pas en commettre. » La visite continua, les membres de la délégation murmurant entre eux, notant chaque détail, chaque innovation qui défiait l'orthodoxie fédérale. Mais sous la surface, une inquiétude sourde montait. Ce qu'ils voyaient ici allait bien au-delà de la simple évolution technique. C'était une nouvelle philosophie, une rupture silencieuse, une promesse de bouleversement. En quittant la baie, Velterrand s'arrêta une dernière fois, jetant un regard en arrière sur le Défiance, silhouette noire et massive, promesse d'avenir ou d'incertitude. Personne ce soir-là ne put dire ce que l'aube apporterait. Mais tous savaient qu'il venait d'entrer dans une ère où plus rien ne serait jamais simple ni prévisible. Les secrets du Défiance n'avaient fait qu'éveiller leur curiosité et leur crainte. La délégation de la Fédération avançait prudemment dans les entrailles du US Défiance, guidée par Amy Collins, à travers un entrelac de passerelles métalliques et de couloirs saturés d'énergie. L'air vibrait d'une tension électrique. Le sol résonnait des pulsations profondes du cœur du vaisseau. Des techniciens humains, affairés et concentrés, laissaient à peine paraître leur fierté devant le regard fasciné ou ahuri des visiteurs. La porte blindée menant à la salle des machines s'ouvrit dans un souffle de vapeur. Une lumière blanche, crue et vibrante inondait l'espace.
Le réacteur principal du Défiance, gigantesque et d'un design inouï, trônait au centre, irradiant une puissance brute qui semblait défier la logique même. Dr. Greg Patterson, chevelure en bataille et blouse constellée de taches de café, attendait devant une console bardée d'écrans clignotants. Un sourire malicieux étirait son visage fatigué. La Fédération utilise des réacteurs à antimatière pure, non, lança-t-il d'une voix enjouée. Mais ils explosent si on les regarde de travers. Du coup, on a combiné l'antimatière avec la fusion, le meilleur des deux mondes. Le docteur Zentour, toujours scanner en main, s'arrêta net, les yeux exorbités. « Ce n'est pas ainsi que fonctionne la physique !» protesta-t-il, la voix stridente. Patterson, nullement déstabilisé, fit défiler des schémas sur un holoprojecteur. Les diagrammes révélaient des circuits improbables, des chambres de confinement hybrides, des flux d'énergie superposés. « Ce n'était pas comme ça que la physique fonctionnait, » répondit-il. « On a réussi à la convaincre de changer d'avis. » Autour de lui, les membres de la délégation s'agitaient, incrédules. Les lectures sur leurs appareils de mesure grimpaient en flèche, doublant largement les standards de la Fédération. Paul Vex, tentacule crispé, secoua la tête. « C'est impossible, » murmura-t-il, submergé par l'ampleur de ce qu'il voyait. Amy esquissa un sourire, presque complice. « On nous le dit souvent. Vous voulez voir les systèmes d'armement. » Le groupe progressa vers la soute aux armes, traversant des coursives protégées par des champs de sécurité superposés. Au fil de leur avancée, l'ambiance changeait. L'air devenait plus lourd, le bourdonnement des générateurs plus intense. La baie d'armement s'ouvrit sur une forêt de canons, de tourelles automatiques, de rails massifs et de dispositifs dont la fonction échappait à l'entendement fédéral. Amy les guida jusqu'à une estrade surplombant l'arsenal, la voix vibrante de fierté. « Voici notre salle de jeu », annonça-t-elle. Canon à impulsion, lanceur à rail, torpille multifréquence et notre pièce maîtresse. Elle désigna un cylindre titanesque, enchâssé au centre de la baie. L'arme, bardée de conduites et d'émetteurs, semblait attendre, tapie, une occasion d'exprimer sa puissance. Le conseiller Velteran, blême, peina à articuler. « Briseur de planètes ?» Amy haussa les épaules, un sourire en coin. Probablement pas de quoi briser une planète, mais assez pour gâcher la journée de n'importe qui. Zentur, visiblement paniqué, consulta une nouvelle fois ses relevés. « Les besoins énergétiques devraient faire sauter votre réacteur. » Patterson, qui n'avait pas quitté le groupe, intervint en riant. « C'est pour ça qu'on a 7 systèmes d'alimentation de secours, sans compter l'urgence, l'auxiliaire et le secours de l'auxiliaire d'urgence. » Paul Vex, la voix étranglée, tenta de garder contenance. « Combien de systèmes d'alimentation au total ?» Amy répondit sans ciller, le ton léger. « On a arrêté de compter à 15. » Le silence s'abattit, pesant, alors que chacun mesurait l'ampleur de cette surenchère. Les membres de la Fédération échangeaient des regards consternés. Pour eux, chaque watt, chaque redondance, chaque système supplémentaire était un casse-tête d'ingénierie. Un risque de plus. Ici, c'était la norme. Amy s'approcha du briseur de planète, posant une main sur la coque froide de l'arme. « On sait que ça paraît fou, » admit-elle. « Mais l'espace, c'est fou. On a perdu des gens. On a appris à tout prévoir et à prévoir l'imprévisible. » Patterson compléta, un air de défi dans la voix. « Il n'y a pas de manuel pour survivre à une embuscade orbitale ou à un effondrement du confinement. Alors, on empile les sécurités. On ajoute des couches, des options. Si une chose lâche, il y en a toujours une autre derrière. » Zentur, le visage tiré, fixait le réacteur sur ses relevés, sa compréhension du monde ébranlée. Mais cela ne devrait pas fonctionner. Aucun des principes fondamentaux ne le permet. Patterson eut un rire bref, presque tendre. Ce n'est pas la première fois que l'humanité force la réalité à s'adapter. Amy, se tournant vers la délégation, ajouta doucement. « On ne cherche pas à impressionner. On veut juste rentrer chez nous vivants, à chaque mission. » Le groupe poursuivit la visite, traversant des allées de missiles, de drones de défense, de modules expérimentaux. Chaque recoin recelait une surprise, une solution bricolée, une redondance insensée.
Polvex s'arrêta devant un panneau d'alimentation couvert de disjoncteurs et d'étiquettes manuscrites. « Comment faites-vous pour gérer autant de systèmes » demanda-t-il, sincèrement perplexe. Amy haussa les épaules. « On s'entraîne. On fait des simulations de panne tous les mois. Parfois, on en invente même de nouvelles, juste pour voir jusqu'où on peut aller. » Velterran, qui avait repris un peu de contenance, observa le groupe humain. « Vous avez bâti ce vaisseau pour survivre à l'inconcevable. Mais à quel prix ?» Amy soutint son regard, sans détour. « Au prix de la vie de ceux qui nous ont précédés. On ne fait pas ça par orgueil, mais parce qu'on n'a pas le droit d'oublier. » Dans la baie, le silence se fit. Les membres de la Fédération, trop longtemps habitués à l'ordre, à la rationalité, à la prévisibilité, se retrouvaient face à une philosophie radicalement différente, celle de la résilience à tout prix. Un ingénieur humain passa, saluant Amy d'un signe de tête, avant de s'attaquer à une console récalcitrante. Patterson conclut, avec une pointe de provocation. « Vous nous jugez fous, mais on est encore là, et nos vaisseaux aussi. » Le groupe fédéral termina la visite, l'esprit assailli de questions. Les images du réacteur hybride, des circuits d'alimentation en cascade, des armes titanesques hantaient déjà leur mémoire. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la baie, Amy jeta un dernier regard à la délégation. « Il y a encore beaucoup à voir, si vous avez le courage de continuer. » La porte se referma derrière eux avec un chointement feutré, scellant provisoirement les secrets du Défiance Bessancy. Mais rien, dans le regard des visiteurs, n'indiquait qu'ils étaient prêts à tourner la page. Au contraire, la curiosité et la crainte se mêlaient, attisant un feu nouveau. Dans l'ombre des soutes, quelque chose avait changé, et chacun, humain ou non, le sentait confusément. L'équilibre de la galaxie venait d'être bouleversé, et le Défiance n'avait pas encore révélé tous ses mystères. La visite du US Défiance se poursuivit, chaque sas franchi plongeant la délégation fédérale un peu plus dans l'inconcevable. Amy Collins, détendue et sûre d'elle, menait le groupe à travers une succession de modules techniques. Les inspecteurs, visiblement fatigués mais incapables de masquer leur fascination, notaient chaque détail. Le système de survie, par exemple, disposait de 3 fois la capacité requise pour la taille de l'équipage, avec des modules de filtration et de recyclage superposés. Le tout géré par des circuits indépendants. Dans une alcôve tapissée d'écrans, Polvex effleura une console, ébahi devant la redondance des processeurs. « Il y a 5 couches de sauvegarde logicielle, » souffla-t-il. « Pourquoi autant ?» Amy s'assit nonchalamment sur une caisse de ravitaillement, une tasse de café fumant à la main. Elle jeta un regard amusé au conseiller Velterran, qui fixait un schéma du blindage externe, affichant une épaisseur que même les armes les plus puissantes de la Fédération auraient jugée inutile. Pourquoi construire tout ça à l'excès ? Demanda Velterran, la voix empreinte d'une perplexité sincère. Amy haussa les épaules, un demi-sourire flottant sur ses lèvres. Les plans de la Fédération sont parfaits, tant que tout se passe comme prévu. Mais là-dehors, les choses dérapent, toujours. Dr Zentur pencha la tête, ses yeux brillants d'inquiétude. « Que voulez-vous dire ?» Amy prit une gorgée de café, puis planta son regard dans celui du scientifique. « Qu'est-ce qui se passe quand l'alimentation principale saute en plein combat? Ou quand votre ordinateur grille à cause d'une surcharge? Ou si la survie est touchée et que 300 personnes comptent sur vous pour respirer ?» Dans un coin, Patterson, adossé à un panneau d'accès, intervint avec l'ombre d'un sourire. « On appelle ça la redondance redondante. Si un système lâche, il y a un secours. Si celui-là lâche, un secours du secours. Et si ça ne suffit pas, un secours du secours du secours. » Polvex fronça les sourcils, incrédule. « Et si tout ça échoue ?» Amy lui répondit d'un large sourire, presque malicieux. « Alors, il faut être créatif. » Un silence gênant s'installa. Les membres de la délégation observaient autour d'eux, prenant soudainement conscience de la philosophie humaine, non pas la quête de la perfection, mais celle de la survie envers et contre tout. À chaque étage, ils croisaient des techniciens qui vérifiaient des modules, testaient des routines de secours ou remplaçaient des circuits, comme s'il s'agissait d'un ballet quotidien.
La visite s'acheva dans la salle de contrôle auxiliaire, où les systèmes de gestion de crise affichaient des scénarios d'urgence simulés. Incendie, décompression, attaques multiples, tous traités par une enfilade d'automatismes et d'alertes. Amy observa la délégation, devinant leurs troubles. « Ici, personne ne croit au plan parfait, » murmura-t-elle. « On préfère se préparer au pire, quitte à passer pour des fous. » La navette de la Fédération franchit le dernier sas du Défiance, accueillie par la clarté artificielle de la station Delta 7. Amy les accompagna jusqu'au pont d'observation, où s'étalait, derrière la baie vitrée, le chantier naval terrestre. Des dizaines de vaisseaux, tous différents, tous défiant les lois établies. Certains semblaient recouverts de blindages additionnels, d'autres affichaient des silhouettes asymétriques, hérissées de modules et d'antennes. Amy leva la main dans un salut amical. « Merci de votre visite. Revenez quand vous voulez. » Velterran, déjà tourné vers la passerelle de la navette, s'arrêta pour contempler une dernière fois le chantier. Un sentiment diffus de vertige l'envahit. Chaque vaisseau semblait un défi lancé à l'univers lui-même. Un pari sur la capacité humaine à s'adapter, à improviser, à refuser l'échec. Le reste de la délégation embarqua dans la navette d'inspection, les visages encore marqués par ce qu'ils venaient de voir. Velterran, en refermant la porte, s'adressa d'une voix basse et urgente au pilote. « Cap sur Centaur Prime. Rédiger un rapport d'urgence. Réveiller le conseil au complet. » La navette s'élança, quittant l'orbite de la Terre, pour plonger dans l'obscurité du vide. Derrière eux, le chantier continuait de vibrer d'activité, chaque soudure, chaque test, chaque surcouche de redondance portant la promesse d'un avenir incertain, mais farouchement maîtrisé. Et dans le silence pesant du vaisseau en partance, une question persistait, brûlante, prête à ébranler toutes les certitudes. Jusqu'où les humains étaient-ils capables d'aller? Et qui, dans la galaxie, oserait les arrêter? Le vide intersidéral était ponctué par la perfection géométrique de la flotte de la Fédération. Les vaisseaux, aussi élégants que des flèches de cristal, s'étaient regroupés en un diamant impeccable. Chaque croiseur, chaque frégate, semblait occuper exactement la place que dictaient les manuels. L'alignement était si précis qu'on aurait cru assister à une démonstration de ballet spatial, plutôt qu'à une manœuvre militaire. Sur la passerelle du US Relentless, vaisseau amiral humain, l'amiral Tony Barnes, mâchoire serrée, observait la scène par le vaste hublot. Ses sourcils se froncèrent d'une contrariété à peine contenue. « On dirait qu'il vole pour un défilé », grogna-t-il. Derrière lui, le lieutenant-commandant Sam Hughes analysait les flux de données sur la table tactique. « La Fédération veut qu'on reste en queue de formation », indiqua-t-il, voix neutre. Barnes secoua la tête, esquissant un sourire ironique. « Dites-leur qu'on préfère ouvrir la voie. » À travers le vide, le canal de communication s'ouvrit sur le vaisseau amiral fédéral. Le pont du triumvirat, tout en surface lisse et clarté aseptisée, baignait dans la lumière bleutée des holo-écrans. L'amiral Kevarn, silhouette raide dans son uniforme immaculé, observait l'évolution de la situation, les sourcils froncés d'incompréhension. L'officier tactique Ziktar, tentacules effleurant son terminal, fit un rapport crispé. « Amiral, les humains ne suivent pas le protocole. Ils quittent leur position arrière et se placent en avant-garde. » Kevarn soupira, l'air déconcerté. « Il s'agit d'un exercice d'entraînement. Il n'y a pas d'ennemi réel, pourquoi s'obstiner à manœuvrer ainsi ?» Ziktar haussa les épaules, impuissant. « Il s'écarte de la doctrine, monsieur. » De retour sur le Relentless, Barnes échangea un regard entendu avec Hughes. L'ambiance sur la passerelle humaine tranchait avec la solennité de la Fédération. Ici, les voix s'éteignent plus vives, les gestes moins calculés, la tension électrique, presque joyeuse. Au poste de commandement, la capitaine Nicole Stevens observait l'écran tactique. Les vaisseaux fédéraux se resserrènent, formant un bloc dense, presque impénétrable à première vue. Stevens fronça les sourcils, tapotant la surface du holo-affichage. « Ils se regroupent trop », nota-t-elle à voix basse. « Une seule frappe bien placée, et la moitié de leur flotte serait hors de combat. Le bruit des claviers,
Les ordres murmurés entre les officiers, tout indiquait que l'équipage humain se préparait à une démonstration. Les vaisseaux de la Fédération, pour leur part, paraissaient insured de leur formation, convaincus que la discipline et la symétrie étaient un gage d'invulnérabilité. Un signal d'alerte retentit. Sur l'écran principal, la simulation afficha l'apparition soudaine de l'ennemi. Une flotte virtuelle, 2 fois plus nombreuse que celle des défenseurs, déployée en arc de cercle. Les croiseurs hostiles avançaient à grande vitesse, canons chargés, en quête de la moindre faille. Sur la fréquence commune, la voix de l'amiral Kevarn résonna, calme mais ferme. Vaisseaux humains, maintenez vos positions défensives. Ne quittez pas la formation. Je répète, ne rompez pas le dispositif. Barnes leva un sourcil, un sourire en coin trahissant son amusement. À toutes les unités humaines, souvenez-vous, essayez de ne pas trop les humilier. Des rires étouffés parcoururent la passerelle, mais dans les regards, la tension monta d'un cran, car tous savaient que derrière la façade d'exercice, il s'agissait d'un test, celui de la doctrine humaine face à la rigidité fédérale. Dans l'espace, les vaisseaux humains quittèrent la queue du diamant, se faufilant sur les flancs. La manœuvre, fluide et instinctive, rompit la symétrie parfaite. Les vaisseaux fédéraux tentèrent de compenser, mais chaque correction semblait trop lente, chaque décision freinée par la chaîne de commandement. Sur le triumvirat, Ziktar s'alarma. « Amiral, les humains perçant sur les ailes. Leur vecteur d'attaque n'est pas conforme à la simulation. » Kevan, crispé, tapa du poing sur la coudoir. Qu'ils regagnent leur place. Ils perturbent toute la formation. Mais la voix humaine, sur la fréquence tactique, resta impassible. Barnes, en tête de la ligne, donna ses ordres avec une aisance déconcertante. Liberty, couvrez le flanc sud. Defiance, préparez une salve de diversion. Thunderchild, position de tir derrière l'astéroïde. Chaque vaisseau humain s'exécuta sans délai, prenant appui sur l'environnement, se dissimulant derrière des débris simulés, exploitant chaque faille de la carte. La doctrine humaine, souple et opportuniste, contrastait brutalement avec la rigidité de la Fédération. Sur le Relentless, Hughes analysa la trajectoire des hostiles. « La flotte ennemie va percer le centre en moins de 3 minutes, prévint-il. Stevens acquiesça. « On va les laisser faire. Quand ils seront au cœur du diamant, on ferme le piège. » Barnes sourit, devinant la stratégie. Ils croient que leur formation est imprenable. Mais ils viennent de créer un piège pour eux-mêmes. Les vaisseaux humains ralentirent, feignant la vulnérabilité. Les hostiles plongèrent, croyant l'ouverture réelle. Soudain, au signal de Stevens, la ligne humaine se referma, coupant la retraite aux assaillants simulés. Sur le triumvirat, Kevarn vit sa formation se désagréger sous l'assaut. Les vaisseaux fédéraux, incapables de s'adapter à la tactique humaine, se retrouvèrent isolés, leurs arcs de tir inutilisables, leurs mouvements entravés. Ziktar, paniqué, martela la console. « Nous sommes encerclés. Les vaisseaux humains bloquent nos lignes de repli. » Kevarn, blême, ne trouva rien à répondre. La simulation s'acheva sur l'écran. Flotte fédérale anéantie à 80%, vaisseaux humains faiblement endommagés. Dans la salle de commandement du Relentless, un silence s'installa, vite brisé par des applaudissements discrets. Barnes échangea un regard complice avec Stevens. « Mission accomplie », murmura-t-il. « On n'a pas trop abusé, je crois. » Hughes sourit, soulagé. « Peut-être qu'ils comprendront que la guerre, ce n'est pas un ballet. » Sur les écrans, la flotte fédérale se reformait, les rapports d'échecs s'accumulant. Mais, dans le regard des officiers humains, brillait la certitude d'avoir prouvé quelque chose d'essentiel. L'improvisation, la créativité, le refus de la fatalité. Dans l'ombre du pont, alors que les données de l'exercice s'affichaient encore, une question restait en suspens, plus vivace que jamais. La Fédération oserait-elle, un jour, abandonner la perfection pour l'imprévisible? Dans le vaste vide du simulateur tactique, la bataille débuta sans la moindre hésitation. Les vaisseaux de la Fédération,
alignés avec une précision chirurgicale, ouvrir le feu en salve régulière. Les torpilles énergétiques et les faisceaux plasma jaillirent de leurs tourelles, frappant les cibles désignées selon le manuel, chaque manœuvre chorégraphiée à la perfection. L'espace vibrait du grondement discipliné de la doctrine fédérale. Face à eux, les vaisseaux humains rompirent aussitôt la symétrie. Le Relentless, en tête de proue, accéléra brutalement, fonçant au cœur de la mêlée ennemie, moteur hurlant. Autour de lui, les autres unités humaines se dispersèrent, zigzagant à travers le chaos, esquivant et frappant là où la formation adverse laissait des brèches. Chacun semblait agir à l'instinct, improvisant à chaque seconde. Sur le pont du Triumvirat, Amiral Kevarn observait, incrédule, le désordre apparent des humains. Son visage se crispa, la voix étranglée par l'incompréhension. « Mais que font-ils » murmura-t-il, sidéré. Aucune réponse ne vint de ses officiers, tous hypnotisés par la scène qui se déroulait sur les holo-écrans. Les modèles tactiques fédéraux prévoyaient l'effondrement immédiat de toute unité sortant de la formation, mais la réalité refusait de s'y conformer. À bord du Relentless, le pont vibrait sous les impacts. Les alarmes retentissaient. Des étincelles jaillissaient d'une console secondaire. Pourtant, la capitaine Nicole Stevens gardait un sourire en coin, les yeux brillants d'une excitation farouche. Le lieutenant Johnson, les doigts crispés sur son terminal, annonça d'une voix tendue. « Commandant, nous sommes en infériorité numérique, 12 contre 1. » Stevens tourna la tête, un rictus d'amusement au coin des lèvres. « De bonnes chances pour un mardi, » répondit-elle avec un clin d'œil. La passerelle s'illumina soudain, alors que le Relentless déchaînait une salve de missiles et de rayons pulsés, fauchant 2 vaisseaux ennemis dans un éclair de lumière. En retour, la coque encaissa plusieurs coups directs. Des alarmes rouges clignotèrent, des panneaux se refermèrent pour isoler les sections endommagées, mais le vaisseau resta en ligne, rugissant de défi. Le lieutenant-commandant Hughes, les yeux rivés sur les diagnostics, pianota une séquence sur la console d'énergie. « Passage sur le réseau de secours, capitaine. Tous les systèmes d'armes restent opérationnels. » Stevens hocha la tête, satisfaite. « On continue, feu à volonté. Montrez-leur comment on fait chez nous. » Dans la salle de commandement du Triumvirat, Kevarn suivait la progression des dégâts sur les écrans. Chaque impact sur le Relentless aurait dû signifier sa destruction virtuelle. Pourtant, le vaisseau humain persistait, crachant la mort à chaque salve. Il se pencha vers son officier tactique, la voix empreinte d'une inquiétude nouvelle. Elle a été détruite. Pourquoi continue-t-elle de tirer? Le responsable des communications, vérifiant les signaux, répondit d'une voix incertaine. Je la détecte endommagée, mais toujours fonctionnelle. Kevarn serra les dents, l'incrédulité laissant place à une frustration froide. Rien dans les protocoles fédéraux ne préparait à cette résilience. Sur le champ de bataille simulé, les autres vaisseaux humains faisaient écho au Relentless. L'un, le Défiance, avait perdu un moteur principal, mais poursuivait la lutte, alimenté par des réseaux de secours et des systèmes improvisés. Un autre, le Liberty, avait subi des brèches, mais son équipe de contrôle des avaries, soutenue par des redondances multiples, maintenait l'intégrité de la coque et la puissance de feu. À chaque coup encaissé, les humains réagissaient en cascade. Transfert d'énergie, déroutage des commandes, fermeture des sections inondées de plasma. Les équipes techniques, conditionnées ici à l'improvisation, s'adaptaient en temps réel, exploitant chaque ressource, chaque système secondaire. Sur les canaux internes, les ordres fusaient. Réacteur 3 hors ligne, basculé sur la pile d'appointe. Contrôle d'artillerie, passé sur le circuit manuel. Ventilation de secours activée sur le pont 6. Chaque message était suivi d'une solution, jamais d'un constat d'échec. Là où la Fédération voyait un système perdu, les humains voyaient une nouvelle configuration à exploiter. Sur la passerelle du Relentless, Stevens observait les écrans, son sourire s'élargissant à chaque minute de survie supplémentaire.
Les modèles tactiques affichaient des probabilités de défaite écrasantes. Mais la réalité de la simulation s'écrivait différemment. Les vaisseaux humains, cabossés mais toujours là, infligeaient des pertes disproportionnées à la flotte adverse. Hughes, le regard fixé sur la carte holographique, s'exclama. « On vient de forcer leur flanc gauche à se replier. Les hostiles sont désorganisés. » Stevens s'acquiesça. « On continue la pression. Faites sauter la charge sur le relais central. On va leur couper la retraite. » Une nouvelle série d'explosions virtuelles secoua la flotte ennemie. Les vaisseaux fédéraux, trop rapprochés, se gênaient mutuellement. Leurs tirs croisés, censés protéger la formation, devinrent un handicap dès que la structure fut rompue. Dans les sections endommagées du Défiance, Lisa Rodriguez, ingénieure en chef, commandait les équipes avec la férocité d'un capitaine de navire en pleine tempête. Priorité à la propulsion secondaire. Si on perd la manœuvrabilité, on est cuit. Tony, son assistant, passa en courant, une caisse d'outils sous le bras. Système de survie du pont avant rétabli, Lisa. Elle esquissa un sourire, puis aboya un nouvel ordre. On passe sur les batteries de secours et surveillez la température du plasma, pas envie d'exploser pour de faux. Le Défiance, tel un fauve blessé mais indomptable, ripostait à chaque attaque, utilisant chaque redondance, chaque ruse, chaque improvisation. Sur l'ensemble du champ de bataille simulé, le chaos humain s'avérait plus résilient que la perfection fédérale. Là où la doctrine exigeait de l'ordre, les humains opposaient la créativité, la flexibilité, la foi farouche dans la survie contre toute logique. Kevan, sur le Triumvirat, observa la fin de la simulation. Flotte humaine largement endommagée, mais toujours combative. Flotte fédérale, méthodiquement détruite, incapable de s'adapter à la tempête qu'elle avait elle-même déchaînée. Sur chaque passerelle humaine, l'épuisement se lisait dans les gestes, mais aussi la satisfaction d'avoir survécu, d'avoir prouvé que la folie parfois surpassait la perfection. Et dans le silence qui suivit, une certitude nouvelle s'imposa, tenace. Il existait des façons de survivre que la Fédération n'avait jamais envisagées. D'autres, sur le pont, commençaient déjà à comprendre que l'avenir, tout comme la guerre, n'appartenait plus à ceux qui se contentaient de suivre les règles. Le vide spatial vibrait encore des derniers stirs. La ligne de la Fédération, jadis si parfaite, s'effritait sous l'assaut. Les vaisseaux fédéraux tentaient de se replier, certains traînant des champs de débris, d'autres affichant des brèches béantes dans leur blindage. Le chaos régnait, et la discipline qui avait fait la fierté de la Fédération volait désormais en éclats. Les vaisseaux humains, eux aussi, marqués par la bataille, se regroupèrent avec une rapidité presque animale. Partout, des coques striées de brûlures, des pans d'armure arrachés, des traînées de vapeur et de plasma. Pourtant, chaque unité réagissait à l'appel, la coordination renaissant du tumulte. Sur la passerelle du Relentless, l'amiral Tony Barnes observait la scène, les traits tirés mais les yeux flamboyants. À tous les vaisseaux humains, il est temps de leur montrer ce que ça donne quand on se bat sérieusement. Sa voix résonna sur les canaux tactiques, galvanisant les équipages. Le Relentless en tête se lança à l'assaut, guidant la contre-offensive malgré les alarmes qui hurlaient à chaque nouveau choc. Le lieutenant Johnson, le visage barré de suie, scruta ses écrans, la voix tendue. « On tourne sur les armes d'urgence et la survie de secours du secours, capitaine. » Nicole Stevens, imperturbable, répondit avec un sourire farouche. « Parfait. C'est maintenant qu'on commence vraiment à s'amuser. » Le Relentless plongea au cœur de la mêlée, moteur haletant. À chaque salve ennemie, un système tombait. Le radar principal, l'artillerie secondaire, l'unité de recyclage atmosphérique. Mais, inlassablement, un relais de secours prenait le relais. Les consoles grésillaient, les lumières vacillaient, mais le vaisseau avançait, criblé de cicatrices, indomptable. Les autres vaisseaux humains suivaient, chacun improvisant face aux dégâts. Le Défiance tourna sur un générateur auxiliaire, tandis que le Liberty, la coque éventrée, transférait la propulsion vers les moteurs d'appointe.
Les transmissions fourmillaient de rapports techniques et de jurons, chaque équipe s'accrochant à la moindre ressource. Sur le pont du Triumvirat, Amiral Kevarn suivait la progression de la bataille, avec une stupeur croissante. L'écran principal montrait le Relentless, traversant la ligne ennemie, ripostant malgré les impacts qui auraient dû l'anéantir. Comment font-ils pour rester opérationnels? Demanda-t-il, la voix blanche. L'officier d'ingénierie fédérale, penché sur sa console, secoua la tête, incrédule. Ils ont des systèmes de secours pour des modules dont nous ignorions même l'existence. Kevarn se renfonça dans son fauteuil, l'incompréhension gravée sur le visage. Chaque vaisseau humain semblait animé d'une volonté propre, refusant la défaite, trouvant toujours une solution de fortune là où la Fédération n'aurait vu qu'une fin inévitable. Sur le Relentless, Stevens ne relâcha pas la pression. À chaque perte de système, elle aboyait un nouvel ordre. Passons sur la matrice d'énergie d'urgence, Johnson. Reroutez le ciblage sur la console auxiliaire. Hughes, lancez les torpilles restantes. Priorité sur les croiseurs. Le vaisseau encaissa une nouvelle décharge, faisant vibrer la structure. Des étincelles jaillirent du plafond, mais les canons principaux continuèrent de tirer, creusant des brèches dans la flotte adverse. Dans le chaos, les humains s'adaptaient. Lisa Rodriguez, sur le Défiance, ordonna à ses ingénieurs de souder une conduite de plasma, avec une barre de titane récupérée dans les décombres. Tony, son assistant, ramena la pression de survie au pont 5 à l'aide d'un compresseur de secours bricolé. À chaque problème, une solution, même improbable, naissait dans l'urgence. La Fédération, elle, voyait ses navires tomber un à un. 8 vaisseaux furent détruits, 4 autres s'éteignirent. Système critique hors service, dérivant impuissant. Les signaux de détresse saturèrent les fréquences, l'ordre se muant en panique. Pourtant, aucun vaisseau humain ne fut perdu. Chacun, même endommagé jusqu'à l'absurde, resta en ligne, crachant la fureur jusqu'à la fin. Lorsque l'ordinateur central déclara la simulation terminée, la flotte ennemie était virtuellement anéantie, les humains seuls survivant sur le champ de ruines. Sur la passerelle du Relentless, Stevens s'autorisa un soupir de soulagement. Les alarmes s'éteignirent peu à peu, les lumières revinrent, bleutées et vacillantes. Johnson se laissa tomber contre son siège, la voix rauque. « On a tenu, capitaine. » Stevens sourit, satisfaite. « On tient toujours. C'est ce qui nous définit. » De l'autre côté du vide, sur le Triumvirat, le silence pesait. Kevarn, les yeux fixés sur les rapports de perte, comprit enfin ce que signifiait le mot « résilience » dans la bouche humaine. Derrière la bravoure, derrière l'insolence, il y avait une philosophie. Survivre, coûte que coûte. Dans le silence qui suivit l'exercice, une certitude s'imposa, plus forte que tous les manuels de tactique. La victoire n'appartient pas toujours à ceux qui obéissent aux règles. Elle sourit parfois à ceux qui refusent de tomber, même quand tout semble perdu. Le sas du US Relentless s'ouvrit dans un chointement, révélant l'amiral Kevarn, le visage fermé, le regard déjà sombre d'appréhension. Autour de lui, l'intérieur du vaisseau humain portait les stigmates de la bataille. Cloisons enfoncées, câbles mis à nu, éclats de métal fichés dans les panneaux. Partout, des signes d'une violence que peu de vaisseaux de la Fédération auraient supportée. Pourtant, le Relentless vrombissait encore, chaque système essentiel vibrant d'une énergie tenace. Kevarn s'avança dans les couloirs, ses pas résonnant sur le métal cabossé. Il croisa des membres d'équipage couverts de suie, des ingénieurs affairés à réparer une conduite, des techniciens échangeant des outils au-dessus de consoles encore fumantes. Tout fonctionnait dans le désordre apparent d'un navire qui avait flirté avec l'anéantissement et refusé de sombrer. La capitaine Nicole Stevens l'attendait près d'un panneau d'accès éventré, un sourire fatigué au coin des lèvres. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» lança-t-elle, désignant la passerelle encore parsemée de débris. Kevarn balaya la pièce du regard, cherchant un sens à ce chaos. « Je ne comprends pas. Ce vaisseau devrait être hors service. » Stevens haussa les épaules. « Les vaisseaux de la Fédération évitent les coups. Les nôtres sont conçus pour les encaisser.
et continuer à se battre. Sans attendre, elle invita Kevan à la suivre à travers les couloirs, chaque détour révélant une nouvelle cicatrice de la bataille. Ils atteignirent la salle des machines, où la chaleur et le bourdonnement sourd du cœur énergétique emplissaient l'air. Au centre, Dr Lisa Rodriguez dirigeait les réparations, ses mains noircies de graisse, la voix ferme au milieu du tumulte. Plus vite sur la ligne de plasma, on doit redémarrer la pompe avant la prochaine surcharge. Kevarn s'arrêta devant le réacteur, dont la carapace portait une trace d'impact béante. Pourtant, le générateur vibrait, fidèle au poste. Votre réacteur a pris un impact direct. Comment est-il encore en service? Lisa lui adressa un sourire en coin, essuyant ses mains sur sa combinaison. Ce n'était pas le réacteur principal, amiral. C'était le numéro 3. Il nous en reste 6 autres. Kevarn marqua un temps, la stupeur se lisant sur son visage. Que faut-il pour justifier un réacteur pour très mauvais jour? Stevens, resté près de la porte, répondit d'une voix grave, sans détour. Ce genre de jour où vous êtes le dernier vaisseau à défendre tout ce qui compte pour vous. Alors, on prévoit le pire. Kevarn observa la salle, l'équipage humain, les systèmes de secours branchés de façon improvisée. Il chercha à comprendre la logique de ces hommes et femmes qui semblaient survivre à l'impossible. Vos tactiques étaient irrégulières. Vous avez rompu la formation, ignoré les ordres, combattu comme des barbares. Stevens lui fit face, le regard franc. Oui, amiral. Et nous avons gagné. Un silence s'installa, chargé d'une tension nouvelle. Lisa tapota le blindage du réacteur, fière du monstre qu'elle avait contribué à dompter. Autour d'eux, les membres d'équipage redoublaient d'efforts pour restaurer ce qui pouvait l'être, chaque geste témoignant d'une volonté farouche de survivre et de protéger. Kevarn baissa la voix, presque pour lui-même, sa certitude ébranlée. Les humains livrent leur guerre comme s'ils s'attendaient à perdre. C'est pour ça qu'ils ne perdent jamais. La phrase plana dans l'air, lourde de sens. Dans la lumière blafarde de la salle des machines, l'amiral comprit enfin que le secret des humains n'était pas la puissance brute ni la technologie. C'était la résilience, la foi dans la survie, l'art de se relever, encore et encore. Et tandis que la rumeur du réacteur se mêlait au tumulte des réparations, il sut que la Fédération venait d'entrevoir une nouvelle manière de se battre, et peut-être un nouveau sens à donner à la victoire. La salle du Conseil de la Fédération grouillait d'agitation. Depuis des heures, les débats faisaient de rage. Les hologrammes affichaient en boucle les performances des vaisseaux humains. Courbes de survie, schémas de redondance, images de coques martelées, mais toujours opérationnels. Les délégués, épuisés, s'opposaient à coups de voix tendus, certains dénonçant l'imprudence humaine, d'autres admirant la ténacité de cette nouvelle espèce. Au milieu de la cacophonie, l'ambassadeur Peter Walsh se leva, une tasse de café à la main, l'air imperturbable. « Nous n'avons pas violé les lois de la physique », déclara-t-il d'un ton posé. « Nous avons juste trouvé quelques failles. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Au fond de la salle, la porte s'ouvrit sur la directrice Helen Carter, silhouette énergique, regard acéré. « La loi de Murphy », rappela-t-elle. « Tout ce qui peut mal tourner finira par mal tourner. C'est pour ça que nos vaisseaux sont surconçus, blindés et bardés de systèmes de secours. » Le colonel Matt Johnson, droit dans son uniforme élimé, s'avança à son tour. « Vous avez connu 800 ans de paix », lança-t-il à la salle. « Nous, jamais. Nous construisons comme si tout voulait nous tuer. » La délégation humaine détailla alors leur philosophie. Des systèmes de secours pour chaque fonction vitale, des modules d'autonomie totale, une puissance de calcul démesurée, le tout pensé pour les pires scénarios. Les schémas projetés montraient des réseaux de secours imbriqués, des circuits de survie indépendants, des modules de réparation automatique. Le représentant commercial Colmire, le visage perplexe, leva la main. Pourquoi concevoir des vaisseaux capables de survivre seuls, sans soutien? Johnson lui répondit sans détour. Parce que le pire scénario, ce n'est pas de perdre une bataille. C'est de la perdre loin de chez soi, coupée de tout, avec des vies à sauver.
Peter Walsh reprit la parole, sa voix se faisant plus douce. « Nous voulons partager nos avancées, travailler ensemble, mais si vous refusez, nous continuerons à construire à notre façon. Autant de vaisseaux qu'il le faudra. » Le Conseil resta figé, ébranlé par ces vérités simples et brutales. Certains chuchotaient déjà, écartant la crainte d'une remise en cause de leur doctrine vieille, de plusieurs siècles. 6 mois plus tard, l'espace fédéral fut secoué par l'arrivée d'une armada, la flotte du redouté Empire Zapirien. Des vaisseaux massifs, silhouettes menaçantes, s'avancèrent à la lisière des défenses. Les navires de la Fédération se déployèrent en formation parfaite, lignes éclatantes d'élégance et de discipline. Derrière, la flotte humaine, désordonnée, semblait prête à exploser sous la tension. Sur la passerelle du US Indomitable, l'amiral Kevin Torres et la capitaine Rachel Martinez coordonnaient la riposte, regards rivés sur les écrans saturés d'alerte. La bataille s'engagea, brutale, sans répit. Les Apiriens foncèrent, multipliant les attaques kamikazes. Les formations fédérales, d'abord impeccables, vacillèrent sous la pression. Les tactiques rigides, parfaites sur le papier, se fissurèrent face à la sauvagerie ennemie. Dans le tumulte, les vaisseaux humains encaissèrent, ripostèrent, adaptèrent leur stratégie. À chaque impact, un module de secours prenait le relais. Les ingénieurs, les mains pleines de câbles et de rubans isolants, improvisaient, relançaient des systèmes sur des générateurs auxiliaires. La voix de la capitaine Stevens résonna sur le Relentless, alors que le vaisseau, éventré, refusait de céder. « On passe sur les générateurs d'urgence. Toutes les armes, feu à volonté. » Le Relentless, moteur principal hors service, fonça droit sur le vaisseau amiral Zapirien dans une manœuvre désespérée. Le choc fut titanesque, pulvérisant la coque ennemie, stoppant l'élan de l'attaque. Partout, les autres croiseurs humains tenaient bon, changeant de mode d'alimentation, réparant à la volée, refusant la défaite. Sur le US Défiance, la voix de l'ingénieur en chef grésilla sur le réseau interne. « On passe sur les générateurs alimentés au café d'urgence, toujours opérationnels ?» Les Apiriens, privés de leur commandement et de la moitié de leur flotte, battirent en retraite. 2 tiers de leurs vaisseaux gisaient en débris, dérivant dans l'obscurité. La Fédération, elle, comptait ses morts. 8 vaisseaux détruits, 4 autres si endommagés qu'ils flottèrent en silence, impuissants. Mais chaque vaisseau humain, aussi meurtri fut-il, resta en ligne, prêt à combattre. Après la bataille, sur la passerelle du vaisseau amiral fédéral, l'amiral Kevarn contemplait les rapports. « Comment ont-ils fait ?» demanda-t-il, encore abasourdi. L'ingénieur principal consulta ses relevés, la voix empreinte d'une admiration nouvelle. « La redondance, monsieur. Quand leur réacteur principal a lâché, il y avait des secours, et ce fameux réacteur dont on n'est pas censé parler. 3 mois plus tard, les chantiers navals de la Fédération bourdonnaient d'une activité inédite. Les nouveaux vaisseaux, moins gracieux, arboraient des coques épaisses, des modules de secours, des lignes brisées mais robustes. L'élégance avait cédé la place à la survivabilité, la tradition à la leçon apprise dans le sang et la fureur. L'espace fédéral n'avait plus tout à fait le même visage, mais dans chaque soudeur, chaque ingénieur, chaque commandant, brillait une détermination nouvelle, ne plus jamais être pris au dépourvu.